propose donc de passer tout de suite au bilan d'activité 2012-2015. Pour cela, j'appelle à nous rejoindre sur scène 4 membres du bureau de la direction nationale. Ces 4 membres sont Amélie Raphaël, Jacques Landriot, Guy Babola et Jacques Cotreau. Voilà, alors, pour ouvrir je vous en prie, pour ouvrir cette séquence du bilan, j'appelle également Patricia L'Excellent, déléguée générale, qui va nous présenter les résultats d'une étude qui est menée auprès des adhérents en 2015. Vous allez le voir, cette enquête permet de connaître les niveaux d'attente, les niveaux de satisfaction sur les missions et les services du mouvement. Patricia L'Excellent, nous vous écoutons. Bonjour. Effectivement, nous avons débuté la préparation de ce congrès en vous interrogeant, vous, adhérents, pour savoir ce que vous pensiez des actions qui étaient menées. Alors, je rappelle en quelques mots quelle était la méthodologie de cette enquête. Il s'agissait de noter 27 critères, 27 items sur 3 critères: le niveau d'importance des missions menées, leur niveau de prise en compte par le mouvement et, selon vous, le résultat obtenu. Donc le tout sur une échelle de 0 à 3. Et donc merci à tous les répondants, puisqu'on a eu un beau niveau de participation à plus de 20%, avec une représentation réelle de la diversité, à la fois en termes de statut et de marché. Alors le premier enseignement de cette enquête est que les missions et les actions menées par le mouvement sont réellement celles qui sont bien attendues, puisque 24 items sur 27 ont une note d'importance supérieure à 2. Donc, dans les missions considérées comme les plus importantes, bien sûr, la représentation et la défense des intérêts des sociétés coopératives et participatives, de veiller au respect des principes coopératifs, développer le mouvement et aider les SCOP et les SIC à la réalisation de leurs objectifs et vocations. Alors, on voit qu'il y a un bon niveau de satisfaction sur ces 4 premières missions. Par contre, alors sur le dernier, on baisse légèrement en dessous de la moyenne. Donc, l'influence sur les enjeux économiques et sociaux sont encore jugés comme insuffisants, donc à progresser pour la suite. Sur la partie lobbying, en termes donc, de lobbying, les résultats sont jugés satisfaisants, donc à la fois sur le cadre législatif et réglementaire français, avec 65% de satisfaction, et auprès des autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec 69%. La note est légèrement plus sévère pour les actions menées auprès des prescripteurs et relais d'opinion, ainsi qu'auprès des représentants patronaux et salariés, avec respectivement 48% et 44%. Alors, à noter qu'il y a de fortes dispersions dans les retours d'une région à l'autre, ce qui peut aussi nous interroger sur la communication et le relais des actions menées. Et alors, en fin de liste, là où il y a beaucoup plus de rouge, le lobbying européen, donc là, obtient variablement les appréciations les plus basses, avec un résultat qui est encore en dessous de la moyenne, ce qui peut se comprendre, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas encore de véritable politique européenne en faveur de l'économie sociale et solidaire. Merci Patricia. Alors on va avoir la chance de vous retrouver régulièrement tout au long de la matinée en introduction de chaque thématique. Patrick Lenanker, alors est-ce que vous voulez nous présenter justement les grandes actions qui sont menées en matière de lobbying et représentation? On le sait, c'est une mission qui est très importante et qui est très attendue par les adhérents. Tout à fait. Donc le lobbying a été particulièrement intense sur ces 4 années, puisque vous savez qu'une loi sur l'ESS a été promulguée en 2014 et qu'une loi, ça se prépare, et ça se prépare au moins 2 ans à l'avance. Et donc, nous avons beaucoup œuvré pour que nos propositions soient largement reprises, et ce qui a été le cas, notamment des propositions en faveur de la transmission d'entreprise aux salariés, qu'il s'agisse de la SCOP d'amorçage ou du droit d'information des salariés, également la possibilité de créer des groupes de SCOP, le développement de l'ancrage territorial au travers des SIC par l'augmentation de la possibilité du capital pouvant être détenu
par les collectivités, et enfin la reconnaissance de l'entrepreneuriat salarié au travers des CAE. Nous avons aussi œuvré pour que les spécificités fiscales soient maintenues, voire étendues à ces nouveaux dispositifs. Notons également qu'au travers de l'UDES, l'UDES est reconnu depuis mars 2014 comme organisation multiprofessionnelle et a accès depuis aux instances de dialogue social. Donc bien évidemment, parallèlement à ce lobbying, une mission de représentation au travers du Conseil économique, social et environnemental, où sur 233 conseillères et conseillers, la Confédération générale des SCOP a 2 représentants. À la nouvelle mandature du 1er décembre 2015, j'ai été élu premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, histoire d'alléger un peu mon agenda. 2 avis ont été portés par la CGSCOP, ou en tout cas ses représentants, Entreprendre autrement l'économie sociale et solidaire, dont j'étais co-rapporteur en janvier 2013, et un avis porté par Amélie Raphaël sur la performance et la gouvernance des entreprises. Nous sommes bien sûr très présents et actifs au Conseil supérieur de la coopération et au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, aux côtés des autres familles de la coopération, COPFR, ESS France, l'UDES et le réseau des CRES. Et la CGSCOP est représentée au niveau européen et international, qu'il s'agisse de CECOP pour l'Europe ou de SICOPA au niveau international pour les coopératives de salariés associés, mais également Coopérative Europe, qui est l'équivalent de COPFR au niveau européen. Nous avons appuyé la création d'une union en Belgique pour essayer de faire émerger un véritable statut SCOP dans notre pays voisin. Nous étions au sommet international des coopératives en 2012, en 2014 et tout dernièrement, la semaine dernière, en 2016. Donc, nous avons signé en 2014, d'ailleurs, à cette occasion, un partenariat avec l'Amérique du Nord sur les coopératives, bien sûr, d'Amérique du Nord, sur la transmission d'entreprises aux salariés, preuve que nous commençons à être particulièrement repérés, y compris au niveau international. Merci Patrick pour ce point donc sur la partie lobbying. Je vous propose d'enchaîner avec vous, Jacques Landriot, pour la partie bilan communication. Nous vous écoutons, Jacques. Merci Isabelle. Bah, écoutez, moi je suis très heureux de présenter la communication pour une raison simple, c'est que ça a été un véritable succès. 4 années extraordinaires. Alors vous avez quelques diapos qui vont vous le prouver. Je pense qu'on n'avait jamais fait autant de choses sur la communication depuis bien des années. Donc d'abord on a créé un premier film publicitaire de 30 secondes, hein, vous vous souvenez, Les Repreneurs, qui a eu un franc succès sur BFM TV et sur France Télévisions. On a fait des spots sur Europe 1 avec des entreprises importantes, notamment des témoignages de chefs d'entreprise qui ont transmis leur scope, leur entreprise par contre, à leurs salariés, notamment des scopes comme ISA, La Talente, Coretech, Delta Meca. Je crois qu'il y a des choses quand même extrêmement intéressantes. Ça a permis aussi, bien sûr, d'être encore plus connu parce que derrière, vous avez la presse qui s'en empare, etc., etc. Des annonces médias, bien sûr, dans la presse généraliste, hein, Le Monde, le Journal du Dimanche, Le Point, etc. 2013-2014, on avait un slogan, et si le meilleur des repreneurs était déjà dans l'entreprise, dans votre entreprise, hein, vous vous souvenez, c'était la personne dans le film qui regardait, il dit « c'est lui ». Et puis en 2015-2016, on avait encore un chef d'entreprise qui a cédé à ses salariés. Je crois que ça a été des slogans qui ont été bien repris par tous les médias. Alors après, un site internet, alors c'était le cœur de notre dispositif, hein, parce que le site internet c'est très très important, je transmets à mes salariés.fr, avec plus de 90 000 visites, hein, en fin 2015, et 475 projets de transmission signalés sur le site. Alors tous n'ont pas bien sûr été réalisés, mais ça nous a permis quand même de pouvoir enclencher pas mal de choses. Et il y a même des UR qui ont eu pas mal de choses à faire suite à ce site. Enfin, en deuxième chose, en termes de nouveaux outils de communication, on a eu bien sûr alors un film d'animation. Vous voyez, quand on fait des choses simples, concrètes, les gens apprécient. 100 000 vues quand même en 4 ans, c'est colossal. Hein, pour nous, c'est la première fois que ça nous arrive, donc c'est quand même très intéressant. Je vous conseille de le revoir. C'est vraiment quelque chose de très facile. On comprend parfaitement ce que c'est qu'une scope et je pense que c'était un atout considérable.
Alors je passe sur les plaquettes et tout ce que nous avons fait. Par contre, sensibilisation accrue auprès des jeunes, je pense que ça c'est très très important parce qu'on veut quand même que notre mouvement progresse dans ce sens-là. Donc on a une interface pédagogique nous avons été présents au Salon des étudiants et avec un kit enseignant, je crois que c'est très important. Campus coopératif qu'à Poitou-Charentes avec son école internationale d'été des jeunes créateurs d'entreprises. De coopératives, pardon, et ça je pense que c'est aussi très important, c'est plusieurs fois qu'ils le font, c'est une belle réussite, il faudra revoir comment le projet peut bien sûr continuer. Et puis le projet Erasmus, c'est un projet européen avec l'Italie et l'Espagne pour les jeunes de 15 à 20 ans et leurs enseignants. Bon, je passe sur la présence renforcée sur les grands médias parce que là vous êtes au courant, ça a été assez fort. Une chose peut-être, la relation presse qu'on a énormément développée. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, le développement des réseaux sociaux, on y reviendra, je pense, au cours du congrès. C'est quelque chose de très, très important. On a quand même maintenant un community manager à la CGScope. On a dans notre mouvement, on essaye vraiment de faire en sorte que les choses bougent. Un succès éclatant. Voilà. Bravo. Bravo à tous. Oui, parce que je crois que tout le monde y a participé quand même. C'est vraiment un succès. Il fallait aller sur les plateaux, il fallait faire... C'est ça. C'est quand même un travail d'équipe. Mais je crois quand même que c'est le sondage d'ailleurs que vous avez devant vous prouve bien quand même cela, puisque les dirigeants d'entreprise à 82% connaissent ce que c'est qu'une scope. Extraordinaire quand même, parce qu'il faut voir d'où on vient. 2012, 77%. 2010, 58%. On vient de 58 à 82%. C'est pour ça que je disais que c'est quand même assez remarquable. 2, en tant que dirigeant d'entreprise, conseillez-vous le statut de scope pour la création à la reprise d'entreprise? Oui, à 63%, contre 45 en 2010 et 51 en 2012. Donc je dirais là que rapport qualité-prix, on a fait un boulot assez remarquable. Bon, alors pour être clair, parce qu'il ne faut pas, j'aurais peut-être la question, donc il vaut mieux que je la donne maintenant, ça nous a coûté quand même un peu d'argent. Hein, environ à peu près 450 000 € par an, mais quand je vois le résultat qu'il y a aujourd'hui, franchement, le rapport est extraordinaire. Merci. Merci, merci et bravo à tous. Alors, donc merci Jacques, merci Patrick pour cette première séquence. On va poursuivre tout de suite avec Patricia l'excellent qui va nous présenter cette fois-ci les résultats développement de l'enquête auprès des adhérents. Et puis dans le même temps, j'appelle à me rejoindre Amélie, Raphaël et Guy Babola. Alors, en matière de développement, la mission que vous considérez comme la plus importante est l'accompagnement à la création de nouvelles scopes ESIC, et c'est bien celle qui recueille aussi le plus grand taux de satisfaction avec 84%. Les autres missions de développement, à savoir la promotion du modèle coopératif, l'accompagnement des entreprises en difficulté, recherche et apport de financement et appui au développement des adhérents, donc obtiennent une note de résultat entre 1,7 et 1,8 sur 3, je le rappelle. Donc les deux derniers items représentent clairement des marges de progrès à l'avenir, puisqu'on a un taux de satisfaction qui tombe nettement. Et donc on a des disparités entre les régions, donc là encore, des efforts à fournir sur la prochaine mandature. Voilà, merci Patricia. Alors, mais Amélie, Raphaël, eh bien, découvrons avec vous les chiffres clés, justement. Merci, effectivement, en quelques slides, là, les grands indicateurs qui nous donnent des éléments sur la progression dans le mouvement depuis la dernière mandature, donc depuis 4 ans. Tout d'abord, en termes de démographie d'entreprises et de salariés, on a effectivement une accélération de la croissance du nombre de coopératives, puisqu'on a plus de 540 entreprises coopératives dans le mouvement entre 2011 et 2015, en SCOP ou en SIC, c'est-à-dire une progression de 23%. C'est très significatif. Il faut regarder dans cette progression qu'il y a une poursuite de la dynamique de la création de SCOP, mais il y a aussi un effet extrêmement important de l'apport des SIC dans le mouvement, qui doublent sur les 4 ans et qui sont en progression également rapide. En ce qui concerne l'emploi, puisque c'est une composante essentielle de notre mouvement, l'emploi, lui, progresse encore plus rapidement que le nombre de coopératives. On était à 5% de croissance sur la mandature précédente, et là, on est à une croissance qui a doublé en rapidité. Par contre, on attire votre attention sur un point qui est essentiel, c'est que lorsqu'on reste sur le périmètre des scopes existantes, dans la mandature, entre la création d'emplois par les scopes qui sont
en développement, en bonne santé, et celles qui disparaissent, on a un emploi qui reste stable, voire en légère dégression. Donc ce qui apporte des nouveaux emplois au mouvement, c'est vraiment la création de nouvelles coopératives. Il faut y être particulièrement attentif. Si on regarde les origines de la création des coopératives, le grand public méconnaît assez cela, puisqu'on voit dans la presse beaucoup ce qui concerne la reprise d'entreprises en difficulté ou la transmission. On l'a vu dans le film sur la communication. Il faut savoir que 2/3 des coopératives qui se créent ex nihilo sur des nouveaux projets d'entreprise. Ça a un tout petit peu diminué par rapport à la dernière mandature, et les autres sources, origines de création ont progressé, que ce soit la transformation d'associations en coopératives ou la transmission d'entreprises saines aux salariés, qui représentent chacune 14 et 12% des origines de création. Elles sont en progression, c'est-à-dire que la dynamique est plus importante et donc les politiques que l'on a développées produisent leurs fruits. Et il faut aussi traduire cela en salariés, puisqu'en fait la transformation d'associations en coopératives, moitié d'ailleurs pour SCOP, moitié pour SIC, et la transmission d'entreprises saines représente près de 50% des emplois qui sont créés en coopérative. Les grandes tendances sectorielles maintenant, comme vous le savez, les secteurs de la construction et de l'industrie restent prépondérants dans notre mouvement, essentiellement en chiffre d'affaires, avec une progression importante sur le chiffre d'affaires qui s'appuie sur des coopératives solides. Par contre, ces secteurs assez traditionnels de la coopération sont nettement moins contributrices à l'évolution du mouvement en entreprise et en emploi. Cependant, on le sait, sur des années qui sont économiquement difficiles. Donc la stabilité est déjà une chose importante. Donc la croissance du mouvement vient essentiellement de la croissance des entreprises de services, qui sont par ailleurs extrêmement diverses, à la fois en emploi et en nombre de coopératives. À noter également la dynamique d'un secteur comme l'éducation, la santé et l'action sociale, qui progresse dans la part qu'il représente dans le mouvement de 2 points par rapport à 2011. Dernier point important pour notre mouvement, c'est le sociétariat dans les coopératives. Donc dans les SCOP, on a un taux de sociétariat, en fait c'est dans le mouvement, puisqu'on fait le ratio entre le nombre d'associés salariés dans les SCOP, uniquement SCOP, on n'est pas en cycle là, et l'ensemble des salariés des SCOP. Et on a un taux de sociétariat, en prenant les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, de 66%. Contre 71% en 2012, donc une inquiétude, une interpellation peut-être à la prochaine mandature sur cette question du sociétariat. Cette légère baisse est visible dans l'ensemble des secteurs. Et évidemment, c'est également le fait de la progression du secteur des services, qui a traditionnellement un taux de sociétariat un peu plus faible, alors que la construction est à 68% de sociétariat et l'industrie à 80%. Voilà, dernier point, puisque les SIC ont pris une part importante dans notre mouvement sur la dernière mandature. Il faut savoir que les SIC, c'est aussi 31 000 sociétaires, donc avec un sociétariat très particulier, qui sont essentiellement beaucoup de bénéficiaires, puisque dans les SIC, il y a 3 600 salariés, dont la moitié sont associés. Merci Amélie pour ces chiffres clés. Nous allons maintenant tout de suite passer à vous, Guy Babola. Donc, nous vous écoutons sur le plan de développement. Oui, bonjour à tous. Alors, vous vous souvenez qu'à Marseille, suite au congrès de Marseille, on avait décidé d'engager un plan de développement que j'appellerais un peu nouvelle formule, sur la base de 2 idées. La première, c'était que le premier moteur du développement du mouvement, c'était les SCOP elles-mêmes, évidemment. Et la deuxième idée, c'était que le développement, il pouvait se faire que s'il y avait un réseau qui était mobilisé. Le développement, ça ne se décrète pas, ça se fait sur le terrain. Donc il s'agissait effectivement de mobiliser le réseau pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce plan de développement, la place principale était celle des unions régionales. À nouvelle formule, nouveaux moyens. On a essayé sur ce plan-là, d'une part, d'avoir des moyens qui aident à l'investissement de démarrage, qui aident aussi, mais j'y reviendrai dans 2 minutes, à la mutualisation de moyens, que ce soit au niveau national ou au niveau interrégional, et puis qui accélèrent le retour sur investissement pour les unions régionales, parce que c'est souvent ça le problème de la création.
par en fait l'affectation de 2/3 des cotisations aux unions régionales pendant la durée de la mandature pour les nouvelles créations au lieu d'1 tiers. Donc ça faisait 1/3 de ressources sur cotisations supplémentaires pour les unions régionales. Le dernier aspect sur lequel moi j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'on a essayé de faire effectivement, c'est essayer de faire en sorte que ce plan de développement encourage la mutualisation. Enfin, moi je suis persuadé que c'est une de nos forces principales, cette capacité à mutualiser. Et donc là, ça a été, je pense, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il y a des choses très positives qui se sont passées, à la fois sur le plan de la communication, sur le plan juridique, avec des journées d'échange qui étaient en liaison avec les réunions de coordination de réseau, donc, qui est aussi un élément de mutualisation d'ailleurs, et puis autour des incubateurs, de Alter Incube. Et maintenant, on arrive à des sujets sur des thèmes, hein, comme les crèches coopératives, par exemple. Donc là, il y a vraiment, je pense, un pas qui a été fait en matière de mutualisation, encore une fois, que ce soit au niveau national ou au niveau interrégional. En ce qui concerne les résultats de ce plan de développement, donc le résultat que nous avons, c'est un résultat à fin septembre 2016. Hein. Donc on est sur la création de plus de 900 coopératives créées et donc adhérentes. Sur ces plus de 900 coopératives, il y a 679 SCOP, 200 SIC et 26 COP 47. Ça représente 6650 emplois. Et si on s'intéresse finalement par rapport aux objectifs que s'étaient fixés les unions régionales dans ce cadre de ce plan, on est à presque 70% de réalisation des objectifs à fin septembre, ce qui devrait laisser penser, sous réserve qu'il n'y ait pas d'incident d'ici là, qu'on devrait être pas loin des 80% ou autour des 80% à la fin de l'année 2016. Je voudrais insister aussi sur, parce que je parlais tout à l'heure de retour sur investissement, ce plan de développement, on peut considérer, donc on a généré 1 650 000 € de cotisations nouvelles, dont les 2/3, je disais, ont été reversés aux unions régionales, sur 3 ans, ce qui veut dire que ça représente sur les 4 ans, si on fait une moyenne, 2 200 000 € de ressources supplémentaires générées, à peu près 550 000 € par an. Donc ça me fait penser qu'effectivement, le développement, ce n'est pas simplement une dépense, et c'est pour ça je pense qu'il faut travailler. C'est aussi un vrai investissement, et ça concourt évidemment au rayonnement du mouvement, pas seulement à son rayonnement physique et matériel, mais aussi, je pense, au rayonnement de ses idées. Merci. Merci, merci Guy, merci Amélie. C'est vrai qu'on a fêté en 2015 les 50 ans de Socoden. Avec Socoden, le mouvement dispose d'un outil qui est tout à fait original, qui est abondé par nos cotisations, et que nous envie, je pense, beaucoup d'organisations. C'est vraiment un système qui est à la fois un système d'aide et de soutien aux coopératives, d'aide au développement, qui est aussi un système finalement de structuration du réseau, parce que je rappelle que Socoden, hormis ses interventions directes dans les SCOP, a participé notamment à la création de plusieurs sociétés d'outils financiers régionaux, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Ce qui est important également, c'est qu'on accorde à ces outils financiers une part importante de nos ressources. Aujourd'hui, ils n'ont pas la présence qu'ils devraient avoir dans l'ensemble des SCOP. Donc là, on a un gros travail de mutualisation, un gros travail d'appropriation à faire. Donc c'est ce qui a commencé à être fait sous cette mandature. Je pense qu'il est important que tout le monde se rende compte que Socoden, ce n'est pas un truc à côté du mouvement, c'est un truc qui est dans le mouvement, hein, qui est vraiment un outil fantastique. Ça doit être un levier de développement et d'enthousiasme vraiment le plus formidable. Encore faut-il qu'on se l'approprie. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un effort au niveau de la direction nationale. Le conseil de surveillance de Socoden, c'est la direction nationale, donc c'est les unions régionales. Donc tous les problèmes d'accessibilité, de taux qu'évoquait Christian dans la vidéo, tout ça, c'est des éléments qu'il faut réfléchir et sur lesquels on peut réfléchir dans les unions régionales. Et c'est vraiment un levier pour le développement, mais c'est à la direction nationale de s'en emparer en tant que telle. Merci, merci Guy. Alors, je vais demander à Jacques Cotreau de nous rejoindre. Nous allons maintenant passer à la séquence accompagnement et service aux adhérents. Patricia, quelques éléments de l'enquête adhérent à ce sujet ?
Oui, alors en termes de services auprès des adhérents, donc les notes de résultats vont de 1,9 à 2, toujours sur 3, je le rappelle, pour 4 items sur 6, donc avec un très bon taux de satisfaction de l'ordre de plus de 70% pour ce qui concerne la révision coopérative, l'appui au fonctionnement coopératif, l'appui juridique et la formation des salariés associés et des dirigeants. L'appui de gestion semble pouvoir être légèrement amélioré, même s'il y a encore 64% de satisfaction. Alors le point d'amélioration, le service qui est le plus sévèrement noté, est celui relatif aux informations et appuis métiers, avec une note de 1,2, mais cette mission semble moins prioritaire pour les adhérents, car c'est le niveau d'importance qui est le plus faible de toutes les missions que l'on a vues, avec un niveau de 1,7. Alors, il n'y a pas sur les chiffres là, mais on a également posé la question sur le niveau, en fait, les appréciations que vous, adhérents, portez sur vos interlocuteurs du mouvement, donc les permanents, ceux qui sont à vos dispositions dans les unions régionales, les fédérations de métiers et la CGSCOP, et donc vous les appréciez à plus de 90%. Donc, merci pour eux, donc, sur leur disponibilité et leur niveau de compétence. Bravo. Merci Patricia pour ces résultats. Alors Jacques Cotreau, donc vous venez de nous rejoindre. Est-ce que vous voulez nous dresser le bilan formation? Oui, nous avons renouvelé l'offre de formation coopérative en lien étroit avec les responsables formation des unions régionales. Premier étage, le lancement réussi du PASS 1 qui s'adresse aux sociétaires. 24 sessions, vous avez les chiffres devant vous. Le deuxième étage est le PASS 2 qui est lancé, qui va se terminer l'année prochaine. Le troisième étage, c'est l'offre destinée aux dirigeants actuels et futurs, avec le diplôme universitaire avec Paris-Dauphine. Plus de 100 cadres, plus de 100 responsables dirigeants et futurs dirigeants ont déjà été formés. Succès très important et qui reste confirmé par les participants, le bouche-à-oreille. Et puis, Form.coop, qui est un fonds mutualisé de financement des formations coopératives avec Uniformation. C'est le nerf de la guerre pour la formation. Il prend encore plus d'importance aujourd'hui. Et depuis 2012, c'est plus de 1400 stagiaires et 320 coopératives qui ont bénéficié de ce fonds mutualisé. Nous allons poursuivre avec notre séquence bilan, enfin nous poursuivons le bilan avec le volet sur les études avec vous, Amélie. Oui, quelques mots de ces études qui se sont structurées en fait sur la dernière mandature, puisque l'existence d'un service des études à la CGSCOP date de 2011. C'est une composante de la Confédération qui est essentielle en appui au lobbying, et on a eu effectivement un lobbying extrêmement important tout au long de la mandature depuis 2011, mais également c'est un service qui est utile pour l'ensemble des structures du mouvement, donc qui travaillent aussi en interaction avec les unions régionales sur leur propre plan de développement lorsqu'elles souhaitent pouvoir structurer un certain nombre d'analyses. Une partie extrêmement importante, c'est naturellement de constituer et de travailler et d'analyser toute la statistique dont on bénéficie sur l'ensemble des coopératives du mouvement et au-delà du mouvement d'ailleurs, puisque ces statistiques, elles couvrent l'ensemble des scopes et SIC existantes et non pas uniquement les adhérentes. Et cette structuration statistique, elle se poursuit aujourd'hui avec la mise en place d'un nouveau système d'information qui s'appelle RIGA et qui est encore en cours d'ailleurs de mise en place. Le dernier volet de travail pour le service des études, c'est également de se tourner sur l'externe, donc avec des collaborations qui sont faites et des soutiens à des laboratoires de recherche sur leurs propres thématiques, également un certain nombre de coopérations avec les autres structures européennes de représentation notamment de la coopération sur des études, par exemple sur les femmes en coopération ou sur la transmission d'entreprises aux salariés en Europe. Poursuivre avec un bilan SIC et CAE. Alors, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, un événement marquant avec un rassemblement, l'Agora des SIC, qui nous a permis de rassembler à la fois les SIC et nos partenaires extérieurs,
et qui s'est conclu avec la signature d'un manifeste sociétal avec 550 acteurs qui ont signé. Toute une batterie d'outils de développement, les évolutions législatives, on l'a déjà évoqué, la création d'un interréseau SIC avec la FNQMA, parce que nous sommes plusieurs réseaux à porter un intérêt au développement des SIC, la poursuite du travail sur des filières, la santé, l'agriculture, l'environnement et la culture, des sensibilisations importantes de différents réseaux, notamment côté des collectivités territoriales, le réseau des territoires de l'économie sociale, la production d'outils d'animation de ce qui fait la spécificité des SIC, le multisociétariat, et puis l'ouverture d'une plateforme collaborative des SIC, et 250 membres participent à cette plateforme. Toute cette dynamique nous a amené à constater, et c'est une grande satisfaction, une accélération du développement des SIC. Les 10 premières années, une trentaine par an, et 2015, c'est 150 SIC nouvelles qui ont été créées. Impressionnante progression. Alors, nous allons eh bien, maintenant passer à l'aspect juridique. Pardon ? CAE, oui, tout à fait. Donc, Amélie, est-ce que vous voulez nous faire un point, justement, sur... Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, les coopératives d'activité et d'emploi, après 15 années d'expérimentation, les CAE, enfin reconnus et sécurisés. Le travail de lobbying a permis d'inscrire dans la loi ESS la définition de l'objet des SIC, des CAE, qui sont SCOP ou SIC, comme appui à la création et au développement d'activités économiques par des entreprises personnes physiques, définition importante, et l'assimilation des entrepreneurs au salariat, deuxième volet. On l'a accompagné avec la production de documents types et de formations adaptées à tout cet environnement et aux évolutions législatives et réglementaires. Un travail également pour sécuriser les financements publics dans le cadre de la réglementation européenne sur les aides d'État. Tout ceci dans un cadre conventionnel avec les deux réseaux Coopérer pour entreprendre et COPEA. Une convention en juillet 2014 signée pour 3 ans. La nouvelle équipe devra tirer le bilan. Une importante étude qui a été réalisée, qui vient d'être terminée, qui permet de mieux connaître les CAE, les défis à relever et dans quel cadre s'inscrire dans le développement. Et puis là aussi, une plateforme collaborative et participative qui permet de travailler dans de nouvelles conditions de mutualisation et d'échanges horizontaux. Voilà, donc c'était pour le bilan, merci Jacques, le bilan des SIC et des CAE. Donc passons maintenant à la partie juridique avec le bilan avec vous, Amélie. Merci. Effectivement, le service juridique ou la fonction juridique de la Confédération, c'est comme pour le service des études, un service support qui est essentiel et dont on a déjà évoqué ce matin un certain nombre des travaux, puisqu'il participe beaucoup naturellement au lobbying. On a évoqué le développement des SIC également. Donc c'est un support en termes de veille, d'information, de formation juridique également, et évidemment d'appui au lobbying. Mais c'est aussi quelque chose d'essentiel en termes de réponse aux adhérents par l'intermédiaire également des unions régionales naturellement, dans la capacité à répondre aux questions des adhérents et des unions régionales sur la spécificité de notre statut et un certain nombre d'autres questions juridiques. Il y a plus de 2500 questions qui sont traitées chaque année par ce service. On voit leur répartition, on voit bien comment toutes les questions autour du droit coopératif sont nécessairement centrales dans ce que nous devons pouvoir apporter. Et puis, dernier volet, c'est aussi un service qui est en appui à notre instance qui est la commission d'arbitrage et qu'on va découvrir, je crois, par une vidéo. Poursuivons notre matinée. Merci à tous les deux, on va vous retrouver. Je vais appeler Patrick et Guy à me rejoindre pour la partie animation de réseau. Et puis, eh bien, Patricia, on retrouve Patricia l'Excellent qui va nous présenter les résultats, coopération et animation de l'enquête. Alors, en termes effectivement de coopération et d'animation, les adhérents sont globalement satisfaits sur la partie information sur la vie et l'évolution du mouvement, avec 75% de satisfaction, 57% de satisfaction
en ce qui concerne l'animation de la vie coopérative. Alors par contre, on a des attentes qui sont fortes et pas encore assez satisfaites sur 3 enjeux. Être davantage un lieu d'échange entre adhérents, l'implication des adhérents dans les actions du mouvement, ainsi que le développement du militantisme. Alors peut-être que sur ces points, on peut faire le lien avec les items que l'on a vus sur le lobbying, et notamment les actions à renforcer auprès des relais d'opinion, des syndicats professionnels, patronaux et salariés, pour lesquels, pour le coup, l'implication des adhérents du mouvement est certainement à développer. Merci, merci Patricia. Alors, eh bien, passons maintenant à la partie animation du réseau, avec un tandem de choc. Patrick. Alors effectivement, au congrès de Marseille en octobre 2012, nous avions adopté une nouvelle gouvernance que nous avons donc mise en place durant cette mandature, avec en tout premier lieu donc la convention nationale annuelle qui s'est réunie donc en 2013, en 2014 et en 2015 et qui a progressivement donc trouvé son rythme de croisière et en tous les cas qui a réuni à chaque fois plus de 50%, plus de la moitié des administrateurs de nos unions régionales. Donc c'est un signe tout à fait encourageant et notamment en 2015 qui a produit un travail très conséquent sur justement la réflexion prospective en préparation du congrès d'aujourd'hui et de demain. La direction nationale aussi, qui est le véritable organe de décision et le seul au plan national, donc avec 2 représentants par union régionale, soit 26 représentants, et le président confédéral, et qui s'est réuni 5 fois par an, 3 fois au premier semestre et 2 fois au second semestre. Donc un rythme assez soutenu, soit sur une journée, soit sur la soirée et le lendemain, mais aussi parfois, et on l'a fait notamment en 2015, sur un format de 2 jours sous forme de séminaire. Et le bureau de la direction nationale, qui a vocation à préparer les dossiers et non pas à décider, et qui donc s'est réuni 1 fois par mois en dehors du mois d'août, soit 11 fois dans l'année sur 2013, 2014, 2015 et c'est bien sûr le cas à nouveau en 2016. Donc des instances dynamiques qui travaillent beaucoup et qui prennent les décisions donc, dans le respect des orientations décidées par notre congrès. J'enchaîne. Alors, sur l'animation de réseau, pour dire qu'effectivement, cette animation de réseau, c'est un élément qui est très important, qui a parfois un petit peu fait défaut dans le mouvement. Je crois que c'est clair. Un réseau, si ça se veut un réseau, l'animation, il n'y a pas de génération spontanée. Donc, si on n'y consacre pas des moyens, de l'énergie, du temps, eh ben, ça ne se fait pas. Or, c'est, à mon avis, un levier fondamental à la fois pour le développement du mouvement et des scopes, mais c'est aussi un levier fondamental pour la qualité et l'équité de service des adhérents. Alors sur quoi c'est fondé ? Aujourd'hui, c'est fondé sur les réunions de coordination de réseau qui réunissent les directeurs et directrices des unions régionales. Ça a été renforcé dernièrement, j'en parlais dans le plan de développement, par des journées de mutualisation, d'échanges, de pratiques qui étaient liées. En général, c'était soit avant, soit après la réunion de coordination de réseau. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre et qui a été entamé, mais sur lequel il faut poursuivre. Je m'étais impliqué, mais j'ai eu quelques soucis qui m'ont empêché de le faire ces derniers temps, mais j'ai bien l'intention de m'y remettre. Il y a aussi un autre élément important qui est, je pense, très attendu, c'est l'université des permanents. Il y a eu une demande qui s'est exprimée de façon très forte et qui nous a amené effectivement à maintenir, à développer ce principe d'université des permanents. Il y a évidemment le programme de formation des délégués, et puis il y a aussi tout les choses un peu nouvelles qui se mettent en place. Alors il y a en particulier la visioconférence
qui, je pense, est un élément de dynamisation des échanges important, à la fois entre le national et le régional, mais aussi en intra-régional, parce que ça facilite quand même et ça évite des déplacements à partir du moment où les gens se connaissent. Et puis il y a ce qui était évoqué tout à l'heure par Amélie, la mise en place du nouveau système d'information lui-même, qui est RIGA, qui est en cours de finalisation. Merci, merci à tous les deux. Alors, en vous écoutant faire ce bilan, on le voit, hein, beaucoup de progrès ont été faits indéniablement au cours de cette mandature. Pour autant, il y a toujours évidemment des axes de progrès qui sont possibles. Certains ont d'ailleurs été relevés par les adhérents au cours de l'enquête qui a été menée en 2015. Et pour nous dévoiler justement ces pistes de progrès, eh bien, écoutons Patricia. Merci. Alors effectivement, les axes de progrès que vous avez relevés constituent des challenges pour les mois et les années à venir. Donc on va retrouver sur les grandes missions. Donc le fait d'avoir encore plus d'influence sur les enjeux économiques et sociaux. Donc comme on le disait, ça passe d'abord par le développement du mouvement et son rayonnement. En termes de lobbying, on l'a vu, donc à renforcer auprès d'un certain nombre d'acteurs, hein, les représentants patronaux et salariés, des prescripteurs et relais d'opinion et au niveau européen. Donc là encore, une implication de toutes et de tous sera nécessaire pour qu'on arrive à relever ces enjeux. En termes de coopération et d'animation, on l'a vu, la volonté que le mouvement soit davantage un lieu d'échange entre les adhérents et d'appliquer les adhérents encore plus aux actions et aux missions menées par le mouvement. Donc ça fera partie peut-être des axes que vous présenterez tout à l'heure. Et en termes de développement de services, peut-être renforcer l'appui auprès des adhérents quand il y a des situations de difficulté et également encore plus la recherche de financement et appui de gestion. Merci Patricia pour ce point et ces pistes de progrès. Nous allons bien maintenant donner la parole à Amélie. Amélie, qui en sa qualité de trésorière, va nous dresser le rapport financier de la mandature. Merci. Donc effectivement, j'ai quelques minutes pour présenter ces 4 années de chiffres. Donc naturellement, on va être très synthétique. Je vous précise que dans le rapport d'activité que vous avez dans les mallettes, c'est quand même beaucoup plus détaillé. Et naturellement, je suis à votre disposition ensuite pour revenir sur certaines questions. Je pense qu'on voit bien dans les chiffres que je vais vous présenter, la traduction, on va se raccrocher de toute façon à ce qu'on a présenté ce matin en termes de décision et d'action surtout. Alors la première chose à avoir en vue, c'est qu'on va d'abord parler du budget qui est géré au niveau confédéral, donc qui est globalement d'à peu près 10 millions d'euros. De ressources nettes. Sur ces ressources nettes, on est un mouvement qui est financé essentiellement par la cotisation, puisqu'on est à peu près à 95% sur ces 10 millions d'euros de ressources qui sont de la cotisation des adhérents SCOP et SIC du mouvement. Cette cotisation, elle a évolué depuis de nombreuses années. Au dernier congrès en 2012, on a voté une évolution qui fait que ces cotisations sont depuis lors calculées et appelées par la Confédération, ce qui a changé naturellement le système de cotisation. On a continué à travailler pendant cette mandature et on a pris des décisions notamment qu'on a ratifiées en Convention nationale en 2014 pour ajuster cela et le simplifier notre fonctionnement, le rendre peut-être plus transparent. Il y a des évolutions qui ont été faites, notamment sur la périodicité des calculs, pour qu'il y ait un calcul qui soit fait par année et qu'il n'y ait pas d'évolution de la cotisation en cours d'année, par exemple, ou prendre en compte mieux la sous-traitance entre SCOP adhérentes. Voilà. Alors, ces cotisations, elles ont progressé entre 2012 et 2015 de 11%. Là, je parle des cotisations qui sont appelées, donc ça progresse d'1 million d'euros à peu près. Et les cotisations payées, quant à elles, ont progressé de 7%, presque 700 000 euros.
Donc avec un décalage que vous pouvez noter sur l'appel et le règlement, notamment en 2013 et en 2014, parce que là, finalement, on avait un effet retard de la mise en place d'un nouveau système avec, voilà, ça nous a permis de récupérer des cotisations qui n'étaient pas encore réglées. Donc, il y a dans les années 2013 et 2014 l'encaissement de cotisations plus anciennes. On est maintenant, je pense, depuis 2015 sur un système qui s'est normalisé. Et ce qui est important de voir, c'est le taux de recouvrement. Si on regarde le taux de recouvrement des cotisations dans leur année d'appel, si on s'attache juste aux cotisations qu'on appelle dans l'année, en 2012, dans l'année d'appel, on avait un recouvrement de 76% des cotisations. En 2015, on est à 82%, et donc on a une progression continue de la perception des cotisations. Voilà. Ces cotisations, vous le savez, on en reparlera, elles sont ensuite utilisées pour un tiers au fonctionnement confédéral et aux instances nationales, pour un tiers reversé aux unions régionales et pour un tiers affecté au développement et aux outils financiers, nous en reparlerons. Dans nos ressources, il y a également quelques subventions, mais qui sont assez limitées pour ce qui concerne le budget confédéral, même si sur la dernière mandature, on a eu une subvention exceptionnelle globalement d'1 million d'euros, qui est le fameux million d'euros annoncé par Benoît Hamon à Marseille, et qui a été versé en 2 fois, 500 000 euros en 2013 et en 2014. Et cette subvention exceptionnelle a financé les actions de développement. On a déjà évoqué notamment la campagne de communication ce matin, ou des actions de mutualisation de compétences également, autour de la transmission, etc. On a chaque année depuis extrêmement longtemps également une subvention du ministère du Travail pour la tenue de la liste ministère, qui est une tâche qui est à la charge de la Confédération, donc 45 000 euros par an, et puis également un accompagnement qui se renouvelle chaque année de la Caisse des dépôts et consignations. C'est à peu près entre 130 et 180 000 euros de subventions par an autour d'un certain nombre de projets que l'on présente voilà, chaque année, qui sont en fonction de l'actualité des décisions. Maintenant, l'affectation donc, de ces ressources, donc on l'a évoqué, un tiers des cotisations nationales sont reversées aux UR, donc des cotisations qui sont encaissées chaque année. Ces cotisations, ce tiers est globalement reversé aux UR avec une péréquation entre les UR en fonction d'une clé de répartition qui prend en compte les adhérents qui sont à jour de leur cotisation sur le périmètre de l'UR, et du sociétariat également, donc du taux de sociétariat sur le périmètre de l'UR, et bien entendu également des montants encaissés sur une UR donnée. Au-delà de ce reversement classique qui n'a pas changé, il n'y a pas eu d'évolution sur ce reversement, et ça on l'a évoqué également, dans le cadre du plan de développement, on a décidé que pour accélérer le retour sur investissement, comme le disait Guy, sur la création de nouvelles coopératives, les UR se verraient retourner 2 tiers et non plus un seul tiers des cotisations sur 4 années après la création des coopératives. Et puis, autre décision qui a été mise en place, on le voit là, le bornage en 2015 et qui sera effectif également en 2016. Donc le bornage, il a été décidé parce que la péréquation finalement entre les UR donne une différence et un écart de plus en plus important entre les UR de la part qui leur est reversée des cotisations versées par les coopératives de leur territoire. Donc ça allait de 29% à 53%, c'est-à-dire certaines UR ont un retour de 29% des cotisations versées par les UR de leur territoire, et d'autres ont 53% de retour, ce qui est la traduction des clés que je vous ai exprimées tout à l'heure, et qui est aussi finalement une traduction de tissus économiques différents d'une UR à l'autre, avec des UR qui ont pour certaines des très grosses coopératives avec des cotisations importantes, d'autres ont des tissus avec des coopératives plus petites. Pour réduire cet écart, donc on a décidé un bornage, c'est-à-dire que chaque UR doit toucher au moins 33% et pas plus de 45% des encaissements de son territoire, avec un minimum pour les UR les plus petites, un minimum de retour de cotisation de 100 000 euros.
Donc ces deux décisions, elles ont porté finalement sur le tiers développement, on le verra, c'est le tiers développement qui a fait cette contribution supplémentaire, ce reversement supplémentaire aux unions régionales. Et ce sont deux décisions qui sont finies dans le temps, puisque ce sont des décisions de cette mandature, et naturellement, cette question-là sera une des questions dont la prochaine direction nationale et le prochain bureau devront se saisir. Donc, un deuxième tiers des ressources sont affectées au fonctionnement de la Confédération et au fonctionnement des instances nationales. On a évoqué, l'instance nationale, c'est essentiellement la direction nationale, son bureau, et la mise en place de la Convention nationale également, ainsi que les réunions de permanents, de coordination de réseau. On a mis en place un analytique donc en tout début de mandature, donc qui est effectif depuis 2013. L'ensemble de ces comptes sont également audités par la commission de contrôle régulièrement. Donc je profite là d'ailleurs pour remercier notre commission de contrôle avec laquelle qui a fait un travail extrêmement important. Vous avez la synthèse de son rapport également dans le rapport d'activité dans vos mallettes. Donc la comptabilité analytique, elle nous permet notamment, c'est ce qui est projeté là, de vous montrer sur la mandature, donc plus exactement sur 2013 à 2015 avec le budget 2016, puisque l'analytique n'existait pas encore sur 2012, comment globalement ce tiers du fonctionnement et instance nationale est réparti. Voilà. Et le résultat de ce tiers également est important, puisque c'est ce résultat que l'on thésaurise finalement pour payer notre événement qui est le congrès tous les 4 ans, et donc il faut qu'on puisse effectivement dégager du résultat sur cet axe-là également tous les ans pour pouvoir financer un congrès qui coûte entre 700 et 800 000 € au mouvement. Le dernier tiers, c'est le tiers développement. Là également, c'est une évolution importante, puisque avant 2012 ou avant 2011, le tiers des cotisations était directement versé à Socoden, aux outils financiers, donc venait directement en renforcement de Socoden. Depuis 2011, ce tiers, il est affecté à des actions de développement, dont naturellement les outils financiers. Et donc vous voyez là, il y a également un suivi analytique, et vous voyez là, mais c'est la traduction de ce qui a été présenté déjà très largement ce matin, comment ce tiers développement a été affecté, donc notamment à la campagne de communication. Jacques nous l'a présenté avec un effort extrêmement important en début de mandature pour le lancement de toutes les actions de communication, plus d'1 million d'euros, et puis évidemment le budget va en diminuant le long de la mandature. Le fonctionnement des outils financiers, donc de Socoden, qui est l'autre poste extrêmement important, puisqu'on porte le fonctionnement de Socoden également sur ce tiers-là. Les reversements aux UR qu'on a évoqués tout à l'heure, supplémentaires aux UR que l'on a évoqués tout à l'heure, et puis des actions de développement qui sont décidées en commun, soit portées directement par la Confédération, soit en mutualisation avec les unions régionales. Et puis, évidemment, il y a un investissement qui est fait, une immobilisation qui est fait régulièrement également pour les outils financiers, c'est-à-dire qu'on vient abonder sur ce tiers développement ou renforcer les fonds propres de nos outils financiers en fonction des besoins. Et donc, vous voyez là sur la mandature qu'il y a eu un premier renforcement d'1,5 million directement au capital de Socoden sur 2013, et que sur 2014, 2015 et 2016, il y a un renforcement qui sur les 3 ans sera de 5 millions d'euros également, qui est affecté directement au fonds Impact Coopératif, qui doit financer des coopératives avec des besoins capitalistiques importants. Voilà, terminé ou presque terminé en tout cas, sur la structure bilancielle de la Confédération, qui a des fonds propres qui est extrêmement saine, des fonds propres importants, une dette très, très faible. Et en face, on voit un actif immobilisé qui est de 27 millions, qui est essentiellement du capital, qui est immobilisé essentiellement en capital de Socoden, en outils financiers. C'est 24 millions et c'est en progression de 4 millions 75, comme vous l'avez vu, par rapport à fin 2011. Voilà, j'aimerais terminer
sur une ouverture finalement plutôt vers l'avenir. Et cette ouverture, elle a été portée par le groupe de travail sur les modèles économiques du mouvement et sur les cotisations. On présentera la partie cotisation cet après-midi. Et donc on s'est attaché avec ce groupe de travail à réfléchir plus largement qu'au périmètre confédéral, mais étudier finalement quelles sont les ressources dont bénéficie globalement le mouvement, c'est-à-dire l'ensemble de ces structures, confédération, union régionale et fédération, et surtout comment on affecte ces ressources et comment elles peuvent évoluer dans les années à venir, donc en particulier dans la future mandature, pour pouvoir apporter un certain nombre de points d'attention ou de préconisations sur les travaux à réaliser maintenant. Donc là, on est globalement sur des ressources qui sont de l'ordre de 20 millions d'euros. On était à 10 uniquement au périmètre confédéral, on est là sur 20 millions d'euros, puisque donc les unions régionales en particulier ont des ressources à côté de la cotisation qui leur est reversée, nationale qui leur est reversée, il y a des cotisations régionales notamment, et puis il y a également des facturations auprès des adhérents, et pour finir, des parts de subventions qui peuvent être assez significatives, en général des subventions qui viennent des collectivités territoriales et éventuellement également quelques projets européens, mais de manière plus limitée. Il faut savoir que si on regarde la photo globale, on a une dépendance qui est globalement faible au financement public, puisque globalement sur les 20 millions d'euros, donc on est sur des chiffres 2013, on a un petit décalage de date, mais on a 28% du total de ces 20 millions d'euros qui sont dépendants du financement public, très peu pour la Confédération, on en a parlé, moins de 5% là sur la mandature, mais en fonction des UR, ça peut aller de 21 à 69% de budget qui est apporté par les collectivités territoriales, en particulier par de la subvention. Et quand on projette dans des scénarios de ressources, des projections de ressources sur l'horizon 2020, on a fait ce travail avec l'ensemble des unions régionales, naturellement on peut être extrêmement inquiet puisqu'on projette, et on a déjà d'ailleurs dans les mois derniers vécu chacun dans nos unions régionales des baisses de subventions extrêmement importantes. Et donc, qui pose la question de la manière dont on pourra effectivement continuer à porter le développement, parce qu'on voit tout de suite que les unions régionales affectent ces moyens finalement de ces subventions, affectent ces subventions essentiellement à du développement. Et donc, s'il n'y a plus ces subventions, il faut nécessairement être en capacité de travailler sur un nouvel investissement sur le développement, et en particulier notamment la question du tiers affecté au développement et de la manière dont on peut l'utiliser. Je vous remercie. Merci, bravo. Bravo pour cette présentation. Alors à ce stade de notre congrès, j'ai bien conscience donc de la masse d'informations, de la masse de chiffres qui viennent de vous être fournis depuis le début de cette matinée, mais que vous retrouvez, que vous avez dans le rapport d'activité et dans le rapport financier, et donc que vous pouvez relire tranquillement. Vous y avez également le rapport de la commission de contrôle, et donc cette commission de contrôle est chargée d'apprécier l'utilisation des ressources financières du mouvement en fonction des décisions politiques donc prises par nos instances. Donc nos instances, je le rappelle, c'est un congrès qui se réunit tous les 4 ans, entre 2 congrès, une direction nationale donc, qui se réunit au moins 3 fois, mais en réalité 5, et une convention nationale annuelle. Alors ces informations et ces chiffres, ou la masse de ces informations et de ces chiffres, sont à la mesure donc, de l'ampleur du travail accompli. Et donc je veux profiter de ce moment pour remercier vraiment chaleureusement, je l'ai fait rapidement dans mon discours, mais je voulais le refaire, donc remercier chaleureusement donc, à la fois les membres de la commission d'arbitrage et de la commission de contrôle. C'est un travail important et un travail de l'ombre. Remercier les membres
de la direction nationale, les administrateurs de plus en plus nombreux des unions régionales qui viennent en convention nationale annuelle, et bien sûr remercier les membres du bureau, Jacques Landriot, premier vice-président, Guy Babola et Jacques Cotreau, vice-président, Amélie Raphaël, trésorière, fonction qui était occupée en début de mandature par Alain Durand. Je sais qu'il est dans la salle puisqu'il représente le CNCRES, Jean-Pierre Modica, secrétaire, et Jean-Claude Lahaye, chacun ayant des missions qu'il a pu présenter, on l'a vu ce matin, soit physiquement, soit au travers de vidéos. Je tiens à remercier également donc Serge Bourreau, Alain Maïssa et Charles-Henri Monteau qui ont rejoint le bureau il y a 18 mois pour le renforcer, donc en préparation de tous les travaux que nous souhaitions mener pour préparer notre 36e congrès.